Imagine que tu escalades la montagne la plus périlleuse au monde. Non, nous ne parlons pas de l'Everest. La montagne dont il est question aujourd'hui a, statistiquement, coûté plus de vies que n'importe quelle autre montagne au monde. Te voilà à des milliers de mètres d'altitude. Le vent glacial transperce tes vêtements comme s'ils étaient inexistants. Tu respires à petits coups, chaque souffle te rappelle à quel point l'air est devenu rare. Mais il te reste encore un long chemin pour atteindre le sommet avec des crêtes déchiquetées et la neige tourbillonnante qui t'aveugle. Le sol est instable et glissant, mêlant roche et glace. Tu avances prudemment à chaque pas, sachant qu'un faux mouvement pourrait t'envoyer vers une fin terrifiante. L'Annapurna, la montagne la plus meurtrière au monde. Pour tenter de gravir cette montagne, tu dois avoir dépensé des milliers de dollars en équipement et en vêtements, sans parler des guides expérimentés qui savent réellement comment t'emmener au sommet vivant et te ramener en bas. Mais lorsque tu t'arrêtes pour reprendre ton souffle, le coût du voyage est le cadet de tes soucis alors que tu contemples le paysage. Le monde est d'un blanc désolé, un paysage stérile où rien ne vit. Les sommets qui t'entourent sont acérés et impitoyables, tels des dents prêtes à dévorer tout ce qui s'approche trop près. C'est la zone de la mort où la marge d'erreur est infime. Si l'Everest est le plus haut, l'Annapurna détient un record bien plus sombre. Il possède le plus haut taux de mortalité par tentative d'ascension, le rendant encore plus difficile à vaincre. Plus de 300 alpinistes ont tenté d'atteindre son sommet, mais tragiquement, près d'1 sur 4 n'est jamais revenu. Nous explorerons aujourd'hui les 6 accidents les plus catastrophiques survenus sur ces pentes périlleuses. Des ascensions records qui ont mal tourné, aux équipes entières perdues à cause des conditions impitoyables de la montagne, chaque histoire est aussi terrifiante que tragique. Comme toujours, la discrétion des spectateurs est conseillée. Nous sommes en 1950 dans la France d'après-guerre. Après les horreurs particulièrement brutales de la Seconde Guerre mondiale, le pays était désireux de restaurer sa fierté nationale par un accomplissement majeur. Un LS se sont donc lancés un défi monumental, conquérir l'Annapurna, le colosse de 8000 mètres, qui se dressait dans l'Himalaya et qui, à l'époque, n'avait encore jamais été gravi. Pendant des années, le gouvernement népalais avait interdit à quiconque de tenter d'atteindre le sommet des montagnes et les permis accordés à l'équipe française faisaient partie des tout premiers délivrés. Plus urgent encore, aucun être humain n'avait jamais atteint son sommet et beaucoup doutaient même que cela soit possible. Cependant, l'échec n'était pas une option pour Maurice Herzog et son équipe. C'était un défi de taille qui exigeait non seulement de la force physique, mais aussi une détermination sans faille. La montagne l'Annapurna se dressait fièrement et de façon menaçante dans l'Himalaya, son sommet enveloppé d'un manteau de glace et de neige. Pour Herzog, l'ascension de l'Annapurna était bien plus qu'une simple expédition. C'était une façon de restaurer la place de la France dans le monde de l'alpinisme et au-delà. L'équipe qui l'a réunie comptait parmi les meilleurs alpinistes que la France pouvait offrir. Parmi eux se trouvait Louis Lachenal, un guide chevronné connu pour sa robustesse, et Lionel Terré, dont les compétences en montagne étaient inégalées. Parmi les autres membres de son équipe figuraient Gaston Rébuffat, un alpiniste à l'âme poétique, et Marcel Ichac, un cinéaste chargé de documenter l'expédition. Chaque membre a été choisi pour son expertise, et ensemble, ils étaient les meilleurs alpinistes de France à l'époque. Le périple a débuté à Paris, où l'équipe s'est préparée avec soin pour les défis à venir. Ils savaient que les risques étaient immenses. Le matériel qu'ils transportaient était le meilleur de l'époque. Des doudounes pour se protéger du froid glacial, de solides bottes en cuir, des cordes et d'autres équipements essentiels. Cependant, ils ont décidé de ne pas emporter d'oxygène supplémentaire, ce qui mettrait leurs limites à l'épreuve alors qu'ils grimpaient dans l'air raréfié et pauvre en oxygène. L'équipe de Herzog a entamé son périple pleinement consciente des défis à relever. L'Annapurna n'avait jamais été escaladée auparavant et les dangers qui les attendaient étaient en grande partie inconnus. Mais ils avaient de confiance en leurs compétences et étaient convaincus que c'était possible. Ainsi, le 30 mars 1950, l'équipe a quitté Paris, pleine d'espoir et de détermination. Ils se sont d'abord rendus à Katmandou, au Népal, arrivant à bord d'un avion d'Air France chargé de provisions. C'est alors que le vrai défi a débuté. Ils ont dû traverser les contreforts de l'Himalaya, un voyage aussi épuisant que magnifique. Le paysage était rocheux avec des vallées escarpées et des sommets imposants. Le temps était capricieux, des tempêtes soudaines transformant rapidement le soleil en blizzard.
À l'approche de l'Annapurna, l'équipe a rencontré son premier obstacle majeur, choisir un itinéraire vers le sommet. L'immense taille de la montagne et l'absence de carte précise rendaient cette tâche intimidante. Ils ont exploré plusieurs itinéraires, chacun plus risqué que le précédent, avant de finalement choisir la face nord qui, bien que dangereuse, semblait la plus accessible. L'ascension a débuté fin mai. L'équipe a installé une série de camps, chacun plus haut que le précédent. Plus ils montaient, plus les conditions devenaient difficiles. Le froid était intense, l'air raréfié. Chaque pas était une lutte, chaque respiration un combat. Mais l'équipe a persévéré, convaincue qu'elle était en train d'écrire l'histoire. Le 3 juin 1950, Herzog et Lachenel ont fait leur dernière tentative vers le sommet. L'ascension était brutale, l'air raréfié et les températures glaciales épuisant leurs forces. Mais après des heures d'ascension, ils ont atteint le sommet. Ils l'avaient réussi, les premiers humains au sommet de l'Annapurna. Le sentiment de triomphe était immense. Ils plantèrent le drapeau français dans la neige, symbole de leur victoire et du retour de la France à la grandeur. Ils ont même pris des photos avec le drapeau français au sommet de la montagne pour commémorer cette ascension historique. Mais le bonheur d'atteindre le sommet fut éphémère. Le sommet ne marquait que la mi-parcours et la montagne continuerait de les mettre à rude épreuve. La descente a aggravé la situation. Alors que l'ascension n'était qu'éprouvante, la descente s'est révélée bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Pendant l'ascension, Herzog avait égaré l'un de ses gants, ce qui n'était alors qu'un souci mineur mais qui entraînait maintenant de graves problèmes. Exposés au froid, lui et Lachenal commencèrent à souffrir de graves engelures. Leurs mains et leurs pieds étaient engourdis, devenant noirs alors que le froid mordait leur chair. Alors que l'équipe redescendait vers les camps inférieurs, la météo s'est retournée contre eux. Une tempête de neige aveuglante s'est abattue, rendant presque impossible de retrouver leur chemin. Les conditions extrêmes forçaient parfois l'équipe à ne compter que sur sa volonté pour avancer. Lachenal, dont les pieds étaient aussi gelés, a dû être porté par ses coéquipiers par moments lors de la descente. Le groupe a affronté des avalanches, des crevasses et des conditions de brouillard blanc qui rendèrent la navigation presque impossible. Lorsqu'ils ont atteint les camps inférieurs, il est devenu évident que les engelures étaient plus graves qu'ils ne l'avaient d'abord pensé. Les doigts de Herzog et les orteils de Lachenal étaient irrécupérables. Pour éviter toute infection supplémentaire et des complications potentiellement mortelles, le médecin de l'expédition a pratiqué des amputations d'urgence sur les doigts de Herzog et les orteils de Lachenal. Gaston Rébuffat et Lionel Terré ont également souffert d'engelures, bien que moins graves, mais l'épreuve a laissé une marque permanente sur tous les alpinistes. Le retour vers la civilisation fut lent et douloureux. Leurs coéquipiers et les Sherpas ont porté Herzog et Lachenal en bas de la montagne, alors qu'ils enduraient d'autres opérations et l'agonie de la convalescence. L'équipe est finalement rentrée en France en héros, leur nom étant à jamais gravé dans les annales de l'histoire de l'alpinisme. Mais malgré les récompenses et la renommée mondiale, l'expérience a laissé une marque durable sur chacun d'eux, tant physiquement que mentalement. L'histoire de Maurice Herzog et de son équipe, triomphant sur l'Annapurna, est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à endurer des épreuves inimaginables. Mais tous les visiteurs de l'Annapurna n'ont pas eu la même chance. Herzog et son équipe seraient les seuls de notre liste tragique à en sortir vivants. Passons du mal au pire. En 1982, l'alpiniste britannique Alex McIntyre entreprit de conquérir la face sud de l'Annapurna, un itinéraire réputé pour ses conditions dangereuses et ses défis immenses. Comme l'équipe de Herzog, il cherchait à marquer l'histoire. Mais contrairement à l'ascension planifiée de Herzog, cette expédition allait prendre fin soudainement. Un rappel important que sur l'Annapurna, c'est souvent la montagne qui a le dernier mot. Alex McIntyre n'était pas un alpiniste ordinaire. Il était un pionnier, quelqu'un qui recherchait les itinéraires les plus difficiles que les autres évitaient. Né en 1954 à Cottingham dans l'East Riding du Yorkshire, Alex a développé très tôt une passion pour l'escalade qu'il a acquise grâce au London Mountaineering Club et pendant ses années universitaires. Sa carrière d'alpiniste l'a conduit vers les sommets les plus ardus du monde où il a repoussé maintes fois les limites de l'impossible. En 1982, il s'était déjà fait un nom comme l'un des aventuriers les plus audacieux de Grande-Bretagne. Mais la face sud de l'Annapurna représentait un défi unique, et elle l'appelait.
Alex McIntyre était connu dans le monde de l'alpinisme pour avoir été le pionnier d'une nouvelle approche de l'escalade appelée léger et rapide, ou escalade en pointe avant. Ce style consiste à utiliser des crampons spéciaux munis de 2 pointes acérées à l'avant, permettant aux alpinistes d'agripper la glace ou la roche avec la pointe de leurs chaussures. Cette méthode mettait l'accent sur la rapidité et le minimalisme, permettant aux alpinistes de monter et descendre plus rapidement qu'avec les expéditions traditionnelles lourdement équipées. Il avait gravi de nombreuses montagnes avec cette approche et il prévoyait d'ajouter l'Annapurna à la liste. La face sud de l'Annapurna était tristement célèbre pour sa difficulté et son imprévisibilité. Nombreux ont essayé de l'escalader, mais en vain. Mais pour Alex, c'était précisément le type de défi où il s'épanouissait. En octobre de la même année, 1982, Alex, accompagné de son partenaire d'escalade, René Gallini, entreprit de conquérir cette paroi impitoyable de roches et de glace. L'ascension a bien commencé. Alex et René progressaient rapidement, naviguant sur le terrain dangereux avec habileté et confiance. Cependant, la montagne a vite révélé son côté sombre. L'Annapurna est un endroit où le danger rôde en permanence, où un ciel dégagé peut rapidement se transformer en une tempête mortelle et où la moindre erreur peut être fatale. Pendant leur ascension, un énorme rocher détaché par des forces invisibles a dévalé la pente. En un instant, le rocher a frappé Alex, lui ôtant la vie sur le coup. Impossible de réagir ou de s'échapper, faute de temps. En un instant, il était vivant et déterminé, puis soudain, il n'était plus. René s'est retrouvé seul sur la montagne, abandonné en un instant par son partenaire. La descente fut un voyage solitaire et déchirant, alors qu'il redescendait en pleurant la perte de son ami. La nouvelle sur Alex a choqué la communauté de l'alpinisme. Bien que le monde de l'escalade ne soit pas étranger à la perte, la disparition de quelqu'un d'aussi talentueux et innovant qu'Alex McIntyre a été particulièrement difficile à accepter. Il n'avait que 28 ans et avait encore tant de choses à accomplir. Mais le problème avec une montagne impitoyable comme l'Annapurna, c'est qu'elle ne fait pas de distinction entre les expérimentés et les novices, les prudents et les audacieux. Même les grimpeurs les plus expérimentés et innovants peuvent se retrouver à la merci de forces qui les dépassent. Un exemple très clair de cela s'est produit en 1970 lorsqu'un autre alpiniste britannique, Ian Clough, a connu un sort similaire. Contrairement à McIntyre, Ian avait atteint le sommet de la montagne. Ian Clough était un alpiniste britannique très respecté, connu non seulement pour ses compétences, mais aussi pour son calme et son sang-froid face au danger. Né en 1937 à Baildon, dans le Yorkshire, Ian avait déjà laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'alpinisme. En 1970, Clough était déjà considéré comme l'un des alpinistes les plus talentueux de sa génération, ayant participé à des ascensions majeures comme la première ascension britannique de la face nord de l'Eiger en Suisse, avec Chris Bonington lors de la première ascension du pilier central du Frény sur le Mont Blanc. Avec un parcours aussi impressionnant, Ian faisait partie des hommes sélectionnés pour l'un des plus grands honneurs de l'alpinisme britannique, la conquête de l'Annapurna. En 1970, les Britanniques décidèrent enfin d'atteindre le sommet de la montagne de 26 000 pieds. Mais contrairement à Herzog et Lachenal qui ont utilisé la voie de la face nord, l'équipe d'Ian a décidé d'emprunter la face sud, un itinéraire qui n'avait encore jamais été gravi avec succès à cette époque. Dirigée par le légendaire Chris Bonington, l'équipe comprenait certains des meilleurs alpinistes britanniques, Don Whelan, Dougal Aston et Ian Clough. Cette ascension était une épreuve de compétence, d'endurance et de pure détermination. La face sud de l'Annapurna était réputée pour sa difficulté car il s'agissait d'un mur vertical de roches et de glace qui avait repoussé même les alpinistes les plus expérimentés. Mais pour Bonington et son équipe, c'était précisément le genre de défi pour lequel ils s'étaient préparés. L'ascension était difficile, chacun se poussant jusqu'à ses limites alors qu'ils affrontèrent le froid mordant, la haute altitude et la météo imprévisible qui font la réputation de l'Himalaya. Le 27 mai 1970, après des semaines d'efforts acharnés, l'équipe a atteint le sommet. C'était un exploit historique, la première fois que quelqu'un réussissait à gravir la face sud de l'Annapurna. C'était un moment de grande fierté pour l'équipe, une victoire qui entrerait dans l'histoire de l'alpinisme britannique. Mais ils savaient tous qu'atteindre le sommet n'était que la moitié du défi. Comme toujours, la descente comportait ses propres dangers. Ian Clough, bien connu pour ses nerfs d'acier et sa grande expérience, fut l'un des derniers à quitter les camps d'altitude.
Il avait été un membre clé de l'équipe, guidant ses compagnons dans les sections les plus périlleuses de l'ascension. Lorsque l'équipe a commencé sa descente, Ian s'est assuré que tout le monde et tout l'équipement étaient de bien rangés et prêts à partir. L'équipe a entamé la descente, dépassant le camp, l'esprit concentré sur le retour en sécurité. Mais l'Annapurna avait encore un dernier mot à dire. Sans prévenir, un énorme bloc de glace glaciaire s'est détaché de la montagne au-dessus. Il s'est écrasé avec une force inimaginable, frappant Ian et lui ôtant la vie sur le coup. L'équipe regarda avec horreur leur ami emporté par la montagne impuissante. La disparition d'Ian a choqué le monde de l'alpinisme. Le voyage, triomphe au départ, était maintenant entaché par la tragédie. Pour les membres restants de l'équipe, la descente fut emplie de chagrin. La victoire au sommet semblait désormais vide de sens, éclipsée par la perte d'un alpiniste qui avait été non seulement un coéquipier, mais aussi un ami. Le corps de Kloof fut enterré sur la montagne, un lieu de repos pour un alpiniste qui avait consacré sa vie à la conquête des sommets les plus difficiles du monde. L'Annapurna a encore fait une victime, rappelant que dans l'alpinisme, en haute altitude, le succès ne va pas sans risque. Si vous êtes comme moi, vous vous demandez sûrement « Qu'est-ce qui rend l'Annapurna si dangereuse à escalader plus que tout autre sommet ?» Après tout, il n'atteint pas la hauteur de l'Everest, et ce n'est certainement pas la montagne la plus rocheuse du monde. Pourquoi l'Annapurna est-il considéré comme l'un des sommets les plus meurtriers au monde? La réponse se trouve dans une combinaison fatale de facteurs. Tout d'abord, les pentes abruptes de l'Annapurna sont extrêmement sujettes aux avalanches, ce qui rend l'ascension très difficile en toute sécurité. Deuxièmement, la face sud en particulier est tristement célèbre pour ses avalanches fréquentes et imprévisibles qui peuvent emporter des équipes entières en un instant, contrairement à d'autres montagnes où les avalanches sont plus prévisibles. Les conditions météo et l'enneigement sur l'Annapurna rendent le paysage constamment dangereux. Un autre facteur clé est la difficulté technique de l'ascension. Les itinéraires de l'Annapurna, surtout sur la face sud, sont parmi les plus ardus au monde. Les alpinistes doivent traverser des champs de glace dangereux, des rochers instables et des arêtes raides et exposées. L'emplacement extrêmement isolé de la montagne signifie aussi que l'aide est très éloignée en cas de problème, et l'air raréfié en haute altitude peut rapidement épuiser la force et la capacité de décision d'un alpiniste. La météo sur l'Annapurna est connue pour son extrême imprévisibilité. Les alpinistes peuvent être surpris par des tempêtes soudaines apportant de fortes chutes de neige, des vents violents et des températures en chute libre. Ces conditions rendent non seulement l'ascension plus difficile, mais peuvent aussi entraîner des engelures mortelles, une hypothermie et une désorientation. Avec tous ces dangers à l'esprit, il est clair pourquoi l'Annapurna reste l'une des montagnes les plus mortelles au monde et le restera probablement encore longtemps. Malgré le développement continu de la technologie et des techniques d'escalade, même les grimpeurs les plus expérimentés et chevronnés ne sont pas à l'abri de son danger. Cela a été tragiquement démontré en 2017 lorsque Willy Steck, un alpiniste suisse de renommée mondiale, a découvert les dangers de l'Annapurna de la manière la plus dure. Willy Steck était une légende de l'alpinisme. Il était connu pour sa vitesse extraordinaire, sa précision et sa capacité à conquérir certaines des voies les plus difficiles en un temps record. Né en 1976 à Langnau, en Suisse, Steck a commencé l'escalade très jeune et s'est rapidement imposé comme une force avec laquelle il fallait compter dans le monde de l'alpinisme. Au fil des années, il a gagné le surnom de « la machine suisse » pour ses ascensions rapides remarquables et sa maîtrise technique. Son palmarès impressionnant incluait des records de vitesse sur la face nord de l'Eiger en Suisse et des ascensions en solo des sommets les plus ardus du monde, mais l'Annapurna a toujours été spéciale dans la carrière d'alpiniste de Steck. En 2013, il a réalisé une ascension en solo de la face sud de la montagne, une performance qui lui a valu le Piolet d'or, l'une des distinctions les plus prestigieuses de l'alpinisme. En 2017, Steck s'était déjà fait un nom grâce à des exploits qui semblaient presque surhumains, comme atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène supplémentaire. Mais il n'était pas satisfait. Alors, en avril 2017, Steck avait jeté son dévolu sur un projet ambitieux, gravir à la fois l'Everest et le Lhotse, la 4e plus haute montagne du monde, sans utiliser d'oxygène supplémentaire. Son objectif était de tenter la voie Hornbein sur l'arête ouest de l'Everest sans oxygène supplémentaire. Cet itinéraire n'avait été gravi que quelques fois, la dernière remontant à 1991.
Son plan était de gravir le Hornbein-Kulva jusqu'au sommet, qui est un itinéraire étroit et raide situé haut à l'ouest sur la face nord du mont Everest au Tibet, puis de continuer jusqu'au sommet du Lhasa. Cela n'a jamais été fait auparavant. Pour commencer à s'acclimater à cette ascension, Steck a choisi l'Annapurna, une montagne qu'il connaissait bien, afin de se préparer aux défis à venir. Mais ce qui devait être une ascension d'acclimatation de routine s'est rapidement transformé en une rencontre fatale avec les dures réalités de la montagne. Le 30 avril 2017, Steck effectuait une ascension d'acclimatation de routine. C'était tôt le matin et il était seul, comme il le préférait souvent, comptant sur son expérience et ses instincts pour le guider à travers le terrain difficile. L'itinéraire qu'il avait choisi ne lui était pas inconnu, et pour un alpiniste de son niveau, cela semblait être une tâche simple. Mais en montagne, même les alpinistes les plus expérimentés peuvent faire face à des dangers inattendus. Alors qu'Ueli-Steck grimpait, Ueli-Steck a soudainement perdu pied et est tombé de plus de 1000 mètres le long de la face de l'Annapurna. Il n'était pas tout à fait clair ce qui avait causé la chute, que ce soit une glissade sur la glace, une pierre instable ou une rafale de vent soudaine. La chute a été catastrophique et il n'y avait aucune chance de survie. La découverte du corps de Steck par les secouristes a choqué le monde de l'alpinisme. Ueli-Steck, un homme qui semblait presque invincible en montagne, n'était plus. Il avait 40 ans, au sommet de sa carrière. La nouvelle de sa disparition s'est rapidement répandue, laissant un profond sentiment de perte parmi ceux qui le connaissaient et ceux qui avaient suivi son incroyable carrière de loin. Après la mort de Steck, la communauté de l'alpinisme lui a rendu de nombreux hommages. Ses compagnons alpinistes ont parlé de l'incroyable talent de Steck, de sa passion inébranlable pour la montagne et de l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Mais il y avait aussi un profond sentiment de tristesse et de perte, alors que le monde pleurait la disparition de l'un de ses plus grands alpinistes. La chute tragique de Ueli-Steck rappelle à quel point l'Annapurna peut être imprévisible et impitoyable, même pour les alpinistes les plus expérimentés. Mais les dangers de cette montagne ne se limitent pas aux alpinistes individuels. L'Annapurna déchaîne parfois sa fureur sur les équipes voulant entrer dans l'histoire. En 1978, les alpinistes américains gagnaient en reconnaissance pour leurs ascensions audacieuses sur certains des sommets les plus difficiles du monde. Mais comme vous pouvez l'imaginer, l'Annapurna, avec sa réputation notoire, s'est révélée être un défi invincible pour une équipe qui était partie avec de grands espoirs et une détermination sans égale. L'expédition américaine en 1978 était dirigée par Arlene Blum, une alpiniste pionnière qui s'était déjà fait un nom dans un sport dominé par les hommes. L'expédition visait à accomplir la première ascension exclusivement féminine de l'Annapurna, un exploit inédit. L'équipe, composée de certaines des meilleures alpinistes des États-Unis, était déterminée à marquer l'histoire. Pas seulement pour elle-même, mais pour les femmes dans l'alpinisme du monde entier. L'équipe était composée de 10 femmes, dont des alpinistes expérimentés comme Vera Komarkova, Irene Miller et Alison Chadwick-Oniskiewicz. Leur objectif n'était pas seulement d'atteindre le sommet, mais de prouver que les femmes pouvaient relever les mêmes défis que les hommes dans le monde de l'alpinisme. L'ascension de l'Annapurna, débutée en fin d'été, a révélé d'emblée ses difficultés. La météo était imprévisible, avec des tempêtes soudaines et de fortes chutes de neige rendant la progression lente et dangereuse. Malgré les défis, l'équipe a persisté, établissant des camps à des altitudes croissantes lors de l'ascension de la montagne. Le 15 octobre 1978, Vera Komarkova et Irene Miller ont atteint avec succès le sommet de l'Annapurna, devenant ainsi les premières femmes américaines à y parvenir. C'était un accomplissement monumental et une raison de célébrer, car cela représentait une victoire majeure dans leur parcours et dans la lutte plus large pour l'égalité des sexes dans l'alpinisme. L'ambiance était à la fête et il semblait que tout allait leur sourire. Mais la montagne en avait décidé autrement. Juste 2 jours plus tard, alors que l'équipe installait le camp, une coulée de neige a dévalé la montagne, ensevelissant 2 des alpinistes, Alison Chadwick-Oniskiewicz et Vera Watson. Le reste de l'équipe, bouleversée et traumatisée, a immédiatement lancé une opération de recherche et de sauvetage frénétique. Les jours passaient, mais aucune trace des alpinistes disparus n'était trouvée. Finalement, la réalité déchirante s'est imposée. Vera et Alison étaient naparties, perdues sur la montagne qu'elles espéraient en gravir.
Les membres survivants de l'expédition, dévastés par la perte de leur coéquipière, ont été contraints d'abandonner l'ascension et d'effectuer la difficile descente jusqu'au camp de base. La tragédie américaine de 1978 sur l'Annapurna, ce fut un rappel sévère des périls auxquels même les alpinistes les plus aguerris font face sur ce mont meurtrier. Ce fut un moment de perte profonde pour la communauté américaine de l'alpinisme et une illustration tragique de la nature imprévisible et impitoyable de l'Annapurna. La montagne, comme toujours, a eu le dernier mot, laissant derrière elle un héritage à la fois de triomphe et de tragédie qui continue de résonner dans le monde de l'alpinisme jusqu'à aujourd'hui. Mais les dangers de cette montagne ne se limitent pas à un seul alpiniste. Parfois, l'Annapurna déchaîne sa fureur sur des groupes entiers, comme ce fut le cas en octobre 2014. Octobre 2014 restera dans les mémoires comme l'un des mois les plus sombres de l'histoire de l'Annapurna. Le circuit de l'Annapurna est considéré comme l'un des treks les plus spectaculaires et diversifiés au monde. S'étendant sur environ 128 miles, il emmène les randonneurs à travers des forêts subtropicales luxuriantes, des paysages sauvages d'altitude et des villages traditionnels. Avec des vues sur certains des plus hauts sommets du monde. Alors que l'automne s'installait au Népal, le sentier était rempli de randonneurs venus du monde entier, impatients de découvrir la beauté et le défi de cet itinéraire célèbre. Contrairement aux ascensions techniques de la face sud ou aux défis rencontrés par ceux qui tentent d'atteindre le sommet, le circuit est réputé pour ses paysages à couper le souffle et son accessibilité aux randonneurs de tout niveau, surtout en octobre, qui a été considéré comme la saison idéale pour le trekking. La catastrophe a commencé le 14 octobre, lorsqu'un puissant cyclone, qui avait déjà causé de vastes destructions en Inde, s'est dirigé vers l'Himalaya. La tempête qui approchait était un événement inhabituel, surtout pour cette période de l'année, et elle a entraîné des conséquences imprévues et dévastatrices. Le cyclone, se dirigeant vers le nord, est entré en collision avec l'air froid des montagnes, engendrant une tempête mortelle inattendue. Le résultat fut une tempête de neige massive, comme on n'en avait pas vu depuis des décennies. Pour les randonneurs, ce qui devait être une randonnée tranquille est devenu une lutte pour la survie. La tempête de neige déchaînant de fortes chutes de neige, un froid glacial et des vents violents. La visibilité est tombée à presque zéro et le sentier, qui était encore bien visible quelques heures auparavant, a disparu sous plusieurs pieds de neige. La tempête a frappé le plus fort au col de Torongla, le point le plus élevé du circuit des Annapurnas, culminant à 17 769 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les randonneurs qui tentèrent de franchir le col se sont retrouvés dans un brouillard blanc, luttant contre les éléments sans aucun abri en vue. Les conditions étaient si extrêmes que même les randonneurs et guides les plus expérimentés ont été pris au dépourvu. Beaucoup n'étaient pas correctement préparés à un changement de temps aussi soudain et violent et manquaient de l'équipement nécessaire pour survivre dans de telles conditions. Le chaos qui s'est produit était inimaginable. Certains randonneurs ont réussi à trouver des abris de fortune ou ont été secourus par des guides locaux, mais pour beaucoup, il n'y avait aucune échappatoire. La tempête a fait rage pendant des jours, et lorsqu'elle s'est enfin calmée, l'ampleur réelle du désastre est devenue évidente. Des équipes de secours ont été dépêchées pour fouiller la zone, mais ce qu'elles ont découvert était déchirant. Des corps ensevelis sous la neige, figés dans leurs derniers instants de désespoir. Le bilan des victimes, incluant des randonneurs d'Israël, d'Inde, du Canada et du Népal, en fait une tragédie internationale. La tempête de neige a provoqué une véritable dévastation. Des centaines de randonneurs étaient aidés à bloquer, beaucoup souffrant d'engelures, d'hypothermie et de blessures graves. L'opération de sauvetage qui a suivi fut l'une des plus importantes de l'histoire du Népal, mobilisant des hélicoptères, des bénévoles locaux et l'armée népalaise. Mais malgré les efforts considérables, le terrain accidenté et le mauvais temps persistant ont entravé les missions de sauvetage, rendant difficile l'accès à ceux qui étaient encore piégés dans la montagne. Pendant des jours, les recherches ont continué, révélant progressivement l'ampleur réelle de la tragédie. La tempête de neige a coûté la vie à au moins 43 personnes, y compris des randonneurs venus du monde entier, des guides népalais locaux et même des habitants des villages voisins. De nombreuses personnes sont mortes d'hypothermie ou ont été ensevelies sous des avalanches provoquées par la tempête.
Les survivants qui ont finalement été secourus sont restés traumatisés, leur rêve de parcourir le circuit de l'Annapurna s'étant transformé en une expérience amère qu'ils n'oublieront jamais. La catastrophe du blizzard de 2014 a été un rappel brutal de la rapidité avec laquelle la nature peut devenir mortelle, même dans des endroits considérés comme relativement sûrs pour l'aventure. L'Annapurna avait une fois de plus montré qu'elle exige du respect, et que même les plus préparés peuvent se retrouver à la merci de la rage imprévisible de la montagne. L'histoire de l'Annapurna rappelle l'autorité et la puissance de la nature. Les histoires partagées sont un témoignage du courage humain et de la poursuite incessante de l'aventure, quels que soient les risques. Avec son taux de mortalité élevé, pensez-vous que les gens devraient encore tenter d'atteindre le sommet de cette montagne mortelle? Dites-le en commentaire, merci d'avoir regardé, à la prochaine. Soyez audacieux et vivez courageusement.